8h19, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. C'est l'heure d'accueillir l'invité politique Sébastien Krebs. Vous recevez ce matin Pascal Lamy, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, aujourd'hui président d'honneur de l'Institut Jacques Delors. Bonjour Pascal Lamy. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. On va parler du G7, bien sûr, qui aura lieu dans quelques jours à Biarritz, en pleine tension provoquée par la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. On parlera de l'Europe aussi et de ses accords de libre-échange. D'abord, ça va être l'image du jour. Emmanuel Macron, on en parlait à l'instant, qui accueille Vladimir Poutine à Brégançon. Rencontre importante. C'est une bonne chose de lui faire les honneurs de Brégançon ? Bon, disons que Emmanuel Macron fait un geste en direction de Poutine en l'invitant avant ce G7 de Biarritz, étant entendu que les Russes ont été virés du G7 au moment où ils ont envahi la Crimée et l'Ukraine il y a 5 ans. Donc c'est un signal de volonté de dialogue de la part d'Emmanuel Macron. J'ajoute au sujet qui viennent d'être mentionnés dans votre chronique, oui, qu'il y a quand même un point d'interrogation en Europe sur pourquoi Poutine a-t-il cette attitude aussi agressive à l'égard de l'Europe, qui se manifeste d'ailleurs par diverses tentatives de déstabilisation dans les États membres de l'Union européenne. En quoi l'Europe est-elle perçue, et pourquoi, par Poutine comme une menace? Est-ce que c'est l'OTAN, le problème? Est-ce que c'est la démocratie dont il serait dangereux qu'elle s'étende vers l'Est? Je pense que là, il y a des questions de fond à comprendre. C'est très difficile de dialoguer quand on ne comprend pas la position de l'autre. Vous êtes favorable, comme Hubert Védrine, qui était sur notre antenne à cette heure-là hier matin et qui défendait ce retour à une réelle politique de la part de la France. Il faut parler à Poutine, disait-il. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Vous défendez ce choix de tenter malgré tout de trouver des terrains d'entente? Je pense qu'il faut tenter le dialogue quand c'est possible, même si je suis beaucoup moins convaincu qu'Hubert Védrine des mérites de la diplomatie dure, nationale, au sens classique du terme. Je pense que tout ceci se joue maintenant au niveau européen, et c'est un point sur lequel nous ne sommes souvent pas d'accord ensemble, même si nous restons de très bons amis. Comment on fait pour avoir ce dialogue en mettant de côté, peut-être, certains de nos principes, les libertés publiques, la liberté de manifester, quand on voit ce qui se passe en Russie aujourd'hui? Comment on fait pour ne pas mettre ces principes de côté tout en dialoguant? C'est un problème éternel de la diplomatie. Nous avons des valeurs, nous avons des intérêts. C'est pas toujours commode de concilier les deux. Et de temps en temps, il faut faire des choix. Dès lors que ceci se fait en responsabilité vis-à-vis de l'opinion publique, je pense que c'est au président de la République de doser correctement combien de valeurs et combien d'intérêts. La Russie ne sera pas à la fin de la semaine au G7, on l'a bien compris, vous l'avez rappelé. Moscou a été exclu depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Est-ce qu'il faut aller vers il faut accueillir à nouveau la Russie dans ce concert du G7, justement pour pouvoir favoriser ce dialogue? Est-ce que vous êtes pour sa réintégration? Dans les conditions actuelles, non. Et ça a été dit tout à l'heure à juste titre, aussi longtemps que les accords que les Russes ont signés à Minsk, en présence du président de la République française et de la chancelière allemande à l'époque, et qui ne sont pas appliqués, et qui se traduisent par une présence russe militaire dans l'est de l'Ukraine, non. Si ceci devait changer, alors peut-être faut-il regarder les choses à nouveau. N'exagérons pas non plus l'extrême importance du G7. Beaucoup des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui se passent autour de la table du G20, qui comprend la Chine et un certain nombre de grands pays émergents, et pas le G7, qui n'est au fond qu'une alliance assez minoritaire, hélas, de démocratie dans le monde contemporain. Quel est encore justement l'intérêt du G7, effectivement, sans la Russie et sans un géant comme la Chine? L'intérêt du G7, il a été en quelque sorte rénové par l'arrivée de Trump et de ses gesticulations sur la scène internationale. C'est un des endroits où les Occidentaux peuvent parler entre eux, y compris avec un président américain qui continue à les étonner tous les jours et dont on ne voit pas très bien d'ailleurs à quoi il veut en venir. Là aussi,
comprendre ce que Trump a derrière la tête, s'il a quelque chose derrière la tête, c'est très important. Et donc, notamment, essayer d'éviter de tomber dans cette guerre commerciale dont on a le sentiment qu'elle s'aggrave de semaine en semaine. Quelles conséquences elle a pour nous en Europe, cette guerre commerciale qui se joue entre la Chine et les États-Unis ? C'est une affaire assez complexe. La vérité étant que ce qui apparaît récemment et qui est inquiétant, c'est cette concomitance entre des inquiétudes économiques, des marchés financiers nerveux parce que cette guerre commerciale a des conséquences négatives pour tout le monde, et puis des problèmes politiques, de nouvelles tensions politiques qui s'ajoutent à celles qui étaient là avant, Hong Kong, le Cachemire, le Japon, la Corée, tout ça c'est récent. Et ça vient en plus de l'Iran, de la Libye, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc la grande question du moment, c'est est-ce qu'on sait éviter ce risque de couplage au pluriel, entre des problèmes économiques et des problèmes politiques. Alors pour revenir à votre question, est-ce que la guerre commerciale Chine-Russie est un problème pour l'Europe ? Oui, dans la mesure où ça accroît les incertitudes, et donc ça affecte l'investissement, et donc ça affecte la croissance. Ça, c'est vrai pour le monde entier. Il y a un problème parce qu'on ne sait pas ce que cherche Trump. Il s'agite, il tweet, il oscille. Il est, comme le disent certains commentateurs américains, peut-être en route de collision avec lui-même. Et donc, on ne comprend pas bien, et ça, l'économie n'aime pas. Et parmi les agitations dont vous parliez, Donald Trump menace aujourd'hui de claquer la porte de l'Organisation mondiale du commerce que vous avez dirigée, Pascal Lamy. C'est une menace en l'air ou il en est vraiment capable ? Ça, avec lui, on ne sait pas, puisqu'il professe, et il a toujours dit, il a établi une théorie, donc il a appelé l'art du deal, qu'il a écrit il y a une trentaine d'années. Il professe que pour arriver à ses fins, il ne faut jamais dire ce qu'on veut. Donc, il dit régulièrement que si l'Organisation mondiale du commerce continue à, j'emploie un mot excessif qui est celui qu'il a employé, qui est la traduction exacte de ce qu'il a dit aux Américains, à baiser les Américains, c'est ce qu'il a dit, je reprends son propos, alors il va la quitter. C'est évidemment quelque chose de totalement stupide et de tout à fait excessif, mais je pense qu'il considère que c'est une méthode de négociation. Est-ce que la guerre sino-américaine est un problème pour l'Europe ? Oui, dans la mesure où ça affecte la croissance et les anticipations. Peut-être y a-t-il aussi des opportunités, parce que si, notamment sur le plan technologique, la Chine et les États-Unis se découplent, ce qui va probablement arriver pour des raisons essentielles de sécurité nationale, alors peut-être y a-t-il des recouplages, notamment entre l'Europe et l'Asie, ou entre les États-Unis et l'Europe, qui compenseront ce découplage sino-américain. Il n'y a pas forcément à long terme que du mauvais. Un dernier mot, Pascal Lamy, parce que dans ce contexte de retour au protectionnisme américain, chinois, l'Europe, elle, pendant ce temps, signe des accords de libre-échange. La France a ratifié le CETA, l'accord avec le Canada, le mois dernier. L'Europe s'est mis aussi d'accord avec les pays du Mercosur en Amérique latine pour un autre traité commercial. Vous comprenez toutes les réticences et les inquiétudes qui s'expriment autour de ces accords de libre-échange ? Quand on parle par exemple d'importer des produits agricoles qu'on produit nous-mêmes en France, pourquoi on a besoin d'importer par exemple du bœuf du Canada ou du Brésil ? Alors, une des raisons pour lesquelles on a besoin d'importer du bœuf, c'est que c'est pas le même bœuf. On ne produit pas forcément tout le bœuf que les consommateurs européens veulent manger. Et d'ailleurs, c'est la même chose de l'autre côté. La preuve d'ailleurs, c'est qu'on exporte plus de bœuf en Europe qu'on en importe. On est sûr d'y gagner de ces traités ? On est vraiment sûr d'y gagner ? On n'est jamais sûr de gagner, et je comprends très bien qu'il y ait des sensibilités, notamment sur le plan écologique ou sur le plan agricole. Mais le fond de tableau, il faut bien le comprendre, la croissance mondiale, dans les 10 ou 15 ans qui viennent, c'est 3,5% par an, en moyenne. La croissance européenne, dans les 10 ou 15 années qui viennent, c'est 1,5% de croissance en moyenne. Et donc, nous avons besoin d'aller chercher de la croissance sur des marchés étrangers. Et pour ça, il faut les ouvrir. Et pour les ouvrir, il faut de temps en temps nous ouvrir un peu aussi. C'est ça le fond du problème. Qu'il y ait des choses à vérifier, qu'il y ait des sensibilités. Et je comprends parfaitement un certain nombre de sensibilités écologiques.
Même si, de temps en temps, les écologistes ont tendance à dramatiser pour faire valoir leur point de vue. Ça va quand même faire se développer encore plus le trafic maritime. Donc il y a quand même un impact écologique à ces échanges qui vont augmenter. C'est tout à fait exact, mais le transport maritime n'est qu'une infime partie des émissions de CO2 quand on le compare au trafic routier ou quand on le compare au trafic aérien, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mesures à prendre. Et d'ailleurs, l'Organisation internationale maritime est en train de produire des normes qui vont faire que les bateaux qui transportent 90% du commerce mondial vont émettre moins de gaz, qui sont d'ailleurs en l'occurrence du Merci gaz beaucoup. carbonique, mais plutôt des gaz sulfurés. Ce débat va se poursuivre. Merci beaucoup Pascal Lamy de nous avoir accordé ce moment ce matin, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Je précise que vous êtes aujourd'hui le président d'honneur de l'Institut Jacques Delors. Bonne journée à vous.